Bonjour à tous. Donc, on va continuer et terminer ce congrès avec un exposé de Laurent Di Menza, qui est professeur à Reims et qui est chercheur du coup à l'Université de Reims et va nous parler de mathématiques circulaires. Bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de ce congrès virtuel Math-Engine pour l'invitation à venir parler même à distance. Donc, moi, je vais vous parler d'un thème qui, à titre personnel, m'a bien intéressé parce que il se trouve que je suis jongleur à mes heures perdues. Et durant ma thèse de doctorat, il y a bien longtemps de ça, j'ai découvert en fait une connexion relativement inattendue qui existait entre cette discipline relativement physique et liée aux arts du cirque et les mathématiques. Donc, c'est de ça dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'expliciter ici le lien qui existe entre ces deux notions, qui sont a priori assez diamétralement opposées. Alors, dans les deux cas, en fait, ça fait bien longtemps qu'on pratique ces notions. On fait des maths depuis très, très longtemps. On pratique également la jonglerie depuis des milliers d'années. Il y a des preuves très, très anciennes de cette activité-là. Et essayer de connecter ces deux aspects, ça s'est fait assez récemment, en fait, assez curieusement. Et ça s'est fait, en fait, via quelqu'un qui est très, très connu dans la communauté de l'ingénierie mathématique. Il s'agit de Claude Shannon. Donc, c'est un mathématicien qui a travaillé dans plein de domaines différents. Par exemple, la communication entre machines, la cryptographie, la compression de données. Alors, on voit sur l'image que c'est quelqu'un qui a l'air évidemment très, très investi, très sérieux, mais il a aussi travaillé dans la jonglerie. Et c'est même d'ailleurs à lui qu'on doit, il y a quelques dizaines d'années, le premier article véritablement scientifique qui traite de la jonglerie. Et on lui doit en particulier un théorème. Donc, ça date de 40 ans. Donc, le théorème dit la chose suivante. Alors, c'est vrai que lorsque vous jonglez, vous avez un certain nombre de paramètres. Donc, il y a surtout des paramètres de temps. Alors, si vous considérez le temps qu'une balle passe dans les airs, le temps qu'une balle passe dans la main, d'une main à l'autre, par exemple, le nombre de mains, qui n'est pas forcément égal à 2, le temps que passe une main vide, et le nombre d'objets ou de balles jonglées, eh bien, Shannon a démontré qu'il y avait une relation qui permettait de lier ces 5 paramètres. Voilà. Alors, déjà, on peut se demander à quoi sert une telle relation. Il se trouve qu'en utilisant cette relation, on peut en déduire une hauteur approximative de lancer de balles lorsqu'on pratique la jonglerie avec un certain nombre d'objets en l'air. Donc, à partir de la relation précédente, donc qui est celle-là, je la rappelle, à partir de cette relation-là, vous pouvez exprimer le paramètre f, donc le temps de vol, en fonction des autres paramètres. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, ce que vous savez aussi, alors il faut s'aider d'un petit peu de physique. Lorsque vous faites de la physique, eh bien, si vous, par exemple, lancez un objet, alors initialement à l'altitude 0, et si vous le lancez avec une certaine vitesse pour qu'il atteigne l'altitude h, eh bien, vous pouvez calculer explicitement le temps t que cet objet va mettre pour atteindre la hauteur h que cet objet va atteindre. D'accord ? Donc, si j'ai
désigne l'intensité de champ de pesanteur terrestre, c'est-à-dire à peu près 9,81, eh bien, vous pouvez montrer que H, c'est 1/2 de gt carré. Voilà. Alors, ça veut dire que si vous lancez un objet dans les airs, donc vous le lancez à un certain temps à une altitude initiale, cet objet va atteindre une hauteur h et va l'atteindre au bout d'un temps t, et ensuite cet objet va retomber et va atterrir dans la main, donc au temps 2t, c'est-à-dire il faut un temps t pour monter et un temps t pour descendre. Donc ça veut dire que le temps total que cet objet va passer dans les airs, c'est 2t. Voilà. Et t, si vous l'exprimez à l'aide de cette relation-là en fonction de h, ça vous donne que le temps de vol, il s'exprime comme ça en fonction de h et de g. Voilà. Donc, si vous reportez ça dans la relation précédente, vous allez trouver la hauteur, hein, vous rappelant que ici, la hauteur, vous la connaissez en fonction du temps de vol. Le temps de vol, vous le connaissez en fonction de tous les autres paramètres, notamment le nombre d'objets. Donc, ça veut dire que si vous élevez au carré, eh bien, vous allez trouver que h s'exprime explicitement en termes de tous les autres paramètres. Alors, bon, vous pouvez mettre des valeurs numériques dans les paramètres E, D et H, par exemple, voilà, H égale 2, D égale E égale 0,25, voilà, et donc ça va avoir une valeur numérique précise. Et on se rend compte que finalement, eh bien, H, ça va être une constante fois, eh bien, une constante fois n moins, d, moins une autre constante à la puissance 2. C'est-à-dire que globalement, la hauteur à laquelle il va falloir lancer des objets, eh bien, elle va dépendre, grosso modo, du carré du nombre d'objets. Voilà. Alors ici, ce qu'on peut représenter pour ces valeurs numériques de paramètres, c'est en fonction du nombre d'objets, la hauteur approximative à laquelle il va falloir envoyer ces objets lorsqu'on fait de la jonglerie à n objets. Et on se rend compte, en fait, hein, que la hauteur commence à devenir extrêmement importante, hein, au-delà de 7 balles. Hein. Vous voyez qu'au-delà de 7 balles, ça veut dire qu'il faut lancer approximativement à 3 mètres de hauteur. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la jonglerie, il est vrai que si vous regardez des vidéos de records du monde de jonglerie sur YouTube, vous allez pouvoir constater, hein, que les jongleurs expérimentés, ils lancent les balles relativement haut. Donc, ça peut s'expliquer par ce type de relation. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui permet d'être voilà, montré à partir des travaux de Shannon qui datent d'une quarantaine d'années. Alors, maintenant, hein, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que là, dans cette formule-là, eh bien, il y a le nombre de mains qui intervient. Vous voyez bien que plus le nombre de mains est élevé, eh bien, moins la hauteur significative sera élevée. Et ça veut dire que si vous prenez un jongleur normal, hein, si vous faites jongler quelqu'un à 7 balles, hein, eh bien, il faudra évidemment une hauteur qui sera beaucoup plus grande que si vous faites jongler Brahma, une déesse hindoue, hein, avec 7 balles également. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, c'est pas, moi, je ne veux pas en venir là, hein, exactement, là, parce que là, c'est un petit peu lié à la physique. Moi, j'aimerais juste faire le parallèle entre la jonglerie et la musique. Alors, plus précisément, si vous voulez pratiquer un instrument de musique, eh bien, ça veut dire quoi? Soit vous êtes un prodige, auquel cas vous êtes capable de reconstituer un morceau après quelques écoutes, mais ça, c'est relativement rare dans la vraie vie. Soit vous apprenez le langage naturel
de la musique, donc vous faites du solfège, vous apprenez la structure du morceau, et puis devant votre piano, ou devant votre instrument, eh bien, vous avez votre page ici, où la structure du morceau figure explicitement, et puis vous reconstituez ça à l'aide de ce langage adapté pour justement comprendre la structure du morceau de musique. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir l'analogue pour la jonglerie? C'est-à-dire que la jonglerie, est-ce qu'on peut lui associer, est-ce qu'on peut associer à une figure de jonglerie, eh bien, un langage synthétique qui permet de comprendre de quelle façon cette figure est structurée. Alors, il est vrai que lorsqu'on a, j'allais dire, naturellement à jongler, il suffit de s'adresser à quelqu'un qui sait jongler et qui va vous dire, par exemple, voilà, tu commences, tu mets une première balle dans la main droite, tu la lances comme ça, tu fais comme ça, et puis le jongleur novice essaie de suivre ses instructions, et le jongleur expérimenté va lui dire non, là, ta balle, tu la lances trop haut, il faut plutôt faire comme ça, mais c'est une représentation assez visuelle de la figure de jonglerie. Donc l'idée, c'est est-ce que, à l'instar de ce qui se passe pour l'apprentissage d'un morceau de musique, vous pouvez associer un langage synthétique qui permet de coder une figure de jonglerie? Alors, la réponse est oui. Alors, la réponse, en fait, date, alors c'est pareil, hein, ça date des années 80. Alors, pourquoi ça date des années 80? Parce que ça remonte à une époque où il était beaucoup moins facile de communiquer visuellement qu'à l'heure actuelle. Maintenant, vous avez YouTube, évidemment, hein, la preuve. Vous avez plein d'autres moyens. Maintenant, avec un smartphone, vous pouvez, sur WhatsApp, mener des conversations vidéo. Et donc, si, par exemple, vous voulez communiquer vos progrès en jonglerie à un interlocuteur distant, vous avez plein de façons de faire. Mais à l'époque des années 80, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que le seul moyen de communication, c'était le téléphone. Et le téléphone, ça coûtait cher. Il n'y avait pas de forfait illimité à cette époque-là. Et du coup, c'est vrai que les jongleurs de l'époque se sont dit ce serait bien qu'on puisse apprendre à des amis jongleurs des figures de jonglerie, mais sans forcément passer des heures à essayer de décrire une figure qui est avant tout visuelle. Donc, il faudrait disposer d'un langage extrêmement synthétique, hein, et bien adapté pour comprendre un petit peu comment une figure de jonglerie est structurée. Donc, ce langage qu'on appelle le side swap, hein, donc littéralement permutation de sites, ça remonte donc aux années 80, et puis ça a été inventé par 4 scientifiques qui étaient passionnés de jonglerie. Alors, bon, il y a eu plusieurs endroits dans lesquels des idées ont balbutié, hein, mais ça remonte globalement aux années 80. Et évidemment, ça s'est diffusé très très rapidement, et ça a permis aux communautés de jongleurs du monde entier de communiquer de façon très très efficace. Alors, quelle est l'idée? Alors, c'est vrai que quand on dit les mathématiques de la jonglerie, on pourrait considérer que voilà, c'est un problème de physique parce qu'il y a des objets qui se déplacent dans les airs et on essaie de prévoir un petit peu la trajectoire des objets, hein. Bon, c'est-à-dire, voilà, vous lancez de la main droite vers la main gauche, vous avez une trajectoire parabolique et vous vous dites, moi, je vais calculer la trajectoire. Bon, ce n'est pas du tout comme ça qu'on va faire. Ce n'est pas du tout le problème en fait, du side swap, ce n'est pas du tout de calculer les trajectoires de balles, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre comment les balles vont voyager soit d'une main à l'autre, soit dans la même main, hein, sans avoir recours à la notion de trajectoire. Alors, moi, je vais vous expliquer comment ce langage est structuré. Dans le cas le plus simple. Alors, le cas le plus simple, c'est le cas où, à tout instant, on lance ou on rattrape au plus un objet, au plus une balle. C'est ce qu'on appelle de la jonglerie asynchrone. Alors, je vais vous donner
des exemples sur des petites figures simples. Alors, par exemple, si je jongle la figure la plus simple à 3 balles, qui s'appelle la cascade, eh bien, ça donne quelque chose comme ça. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à aucun moment, je ne lance ni ne rattrape 2 objets en même temps. Donc, au plus, à un instant donné, il y a au plus un objet qui est soit lancé, soit rattrapé. Quand je fais quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez constater qu'à un certain moment, je lance 2 objets simultanément avec mes 2 mains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la jonglerie synchrone. Et la jonglerie asynchrone, ça correspond au fait de ne lancer ou rattraper au plus un objet et pas plus. Voilà. Alors, donc je laisse ici de côté les cas plus compliqués, c'est-à-dire, eh bien, je lance 2 ou plus objets en même temps. Alors, par exemple, voilà, si vous faites ça, eh bien, ça veut dire qu'à chaque instant, vous allez lancer 2 objets et à l'instant d'après, vous allez rattraper 2 objets. Donc ça ne m'intéresse pas. Je laisse aussi de côté le cas où je lance plusieurs balles avec la même main. Par exemple, là, avec ma main droite, je lance 2 balles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le multiplex. Donc ça, je ne vais pas en parler. De même que je n'évoquerai pas la possibilité d'échanger des balles avec des partenaires. Ça, vous savez, vous avez probablement vu des spectacles où vous avez plusieurs jongleurs qui jonglent et puis qui s'échangent des balles ou des massues. Donc, je ne parlerai ici que de la jonglerie asynchrone. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est que, voilà, moi, je vais numéroter les temps et je vais supposer que chaque main va lancer alternativement une balle à des temps que je numérote. D'accord? Donc, ça veut dire en fait que à l'instant 0, je vais lancer un objet avec ma main droite. À l'instant 1, je vais lancer un objet avec la main gauche. À l'instant 2, avec la main droite, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme un métronome. Donc, le temps, il est mesuré en nombres entiers, 0, 1, 2, 3. Et à chaque temps, je vais lancer alternativement un objet. Donc, si je suis droitier, je vais commencer, par exemple, à lancer avec ma main droite, à t égale 0. T égale 1, je lance avec ma main gauche. T égale 2, je lance avec ma main droite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que la main droite va lancer au temps pair et la main gauche va lancer au temps impair. Alors, pour illustrer ça, je dessine une échelle des temps. Alors, ici figure la main droite et ici figure la main gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est que à t égale 0, je lance une balle de la main droite. À t égale 1, je lance une balle de la main gauche, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça, c'est alternatif. Main droite, main gauche, et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est vrai que, bon, dans le temps, les lancers, ils sont effectués comme ça. Donc, j'écris ici les temps discrets. Ici, j'écris droite, gauche, ainsi de suite. Et évidemment, on se doute que ce n'est pas ça qui est suffisant pour voir un petit peu comment une figure de jonglerie est structurée. Donc, on veut avoir une idée plus précise, et c'est ça le principal problème. On veut avoir une idée plus précise de la façon dont les balles sont lancées. Alors, le principe, ça va être quoi? Eh bien, ça va être simplement de rajouter à chaque lancer un nombre entier. Et ce nombre entier, il mesure ce qu'on appelle le temps de vol de l'objet qu'on lance au temps considéré. Voilà.
Alors, je vais vous expliquer comment ça marche avec la figure de jonglerie la plus simple à 3 balles, qu'on appelle la cascade, que je vous ai déjà montrée. Alors, la cascade à 3 balles, elle se jongle comme ça. Et je vais essayer de voir comment ça se passe pour cette figure, qui est la plus simple. Alors, pour cela, donc, j'isole par la pensée cette balle-là. C'est celle que je vais lancer au temps 0 de la main droite. Alors, initialement, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 balles de la main droite et 1 balle de la main gauche. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la cascade à 3 balles? Eh bien, à l'instant 0, je vais lancer cette balle-là. À l'instant 1, donc de la main gauche, je vais lancer cette balle-là. À l'instant 2, donc de la main droite, je vais lancer cette balle-là. Et à l'instant 3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la balle que j'ai lancée au temps 0 de la main droite, elle va atterrir dans la main gauche. Donc, t égale 0, je lance la première. T égale 1, je lance la deuxième. T égale 2, je lance la troisième. Et t égale 3, la balle que j'ai lancée de la main droite au temps 0, je la rattrape de la main gauche au temps 3. Donc, en temps réel, si je puis dire, ça va donner ça, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Donc, la balle qui a été lancée de la main droite au temps 0 va être rattrapée par la main gauche au temps 3. Elle part au temps 0 de la main droite. Elle arrive au temps 3 sur la main gauche. Donc, combien d'unités de temps a-t-elle voyagé? 3 moins 0. Elle est partie au temps 0, elle est arrivée au temps 3. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le temps de vol, il est impair. Là, le temps de vol, c'est 3. Et compte tenu que la balle part de l'instant 0 de la main droite, et bien comme 3 est un nombre impair, ça veut dire qu'elle va nécessairement arriver dans l'autre main. Hein, ça, c'est la, comment dire, l'échelle des temps que j'ai donné tout à l'heure. Hein. Et ce qu'on peut voir, c'est que si le temps de vol est un paramètre impair, eh bien, ça veut dire que la balle va changer de main. C'est-à-dire qu'elle va être réceptionnée par la main différente de celle qu'il a lancée. En revanche, si le temps de vol est pair, vous pouvez voir que, eh bien, c'est la main qui a lancé la balle à un certain temps qui va la récupérer. C'est-à-dire que si le temps de vol il est 4, eh bien, si vous lancez la balle de la main droite à un certain temps, eh bien, si le temps de vol est égal à 4, ça veut dire que vous rattraperez la balle avec la même main. Voilà. Et pour la cascade à 3 balles, eh bien, c'est la figure la plus simple de jonglerie. C'est le cas où le temps de vol de chaque objet est égal à 3. Donc là, on est bien d'accord sur le fait que je lance au temps 0 de la main droite, 0, 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, si j'isole par la pensée cette balle-là qui est au début dans ma main gauche, eh bien, alors, au temps 0, je lance la première, on est d'accord, temps de vol égal à 3. Au temps 1, je lance la deuxième de la main gauche. Au temps 2, je lance la troisième de la main droite. Au temps 3, la balle que j'ai lancée de la main droite, initialement est égale à 0, je la réceptionne dans la main gauche. Et au temps 4, la balle que j'ai lancée de la main gauche au temps 1, je la réceptionne au temps 4, donc, dans la main droite. Donc, ça donne quoi? Ça donne 0, 1, 2, 3, 4. Donc, en temps réel, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et avec la cascade à 3 balles, vous êtes dans le cas le plus simple, dans lequel le temps de vol de chaque objet est égal à 3. Donc, ça va vous donner ça. Voilà. Voilà ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, pour la cascade à 3 balles, donc vous voyez, le temps de vol, il est toujours égal à 3, donc on met 3.
Alors, il est à noter qu'on appelle ça un temps. Alors, on sait bien que le temps, ça a une unité, mais dans notre cas de figure, eh bien, l'unité, elle est complètement abstraite, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépend du rythme que l'on donne. Par exemple, dans ce cas-là, le temps de vol est égal à 3 à chaque fois. Dans ce cas-là, le temps de vol est aussi égal à 3, même si le temps physique qui sépare deux lancers consécutifs n'est pas le même. Donc, c'est une unité qui est complètement relative. Ce n'est pas ça qui va vous donner le tempo de la figure. Voilà, donc on peut illustrer ça sur notre échelle de temps. Donc, à t égale 0, eh bien, je lance la balle de la main droite. Alors, comme son temps de vol est égal à 3, si elle part de temps 0 de la main droite, ça veut dire qu'elle va arriver au temps 3 de la main gauche. 0, 1, 2, 3. Et ensuite, je lance au temps 1 une balle de la main gauche. Le temps de vol, il est encore égal à 3. Eh bien, ça veut dire que l'objet va être rattrapé au temps 1 plus 3 égale 4 par la main droite. Ben oui, puisque 3, c'est un nombre impair. Et ainsi de suite. Donc, vous faites pareil. Voilà. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu, sur cette échelle de temps, la façon dont vous lancez les objets alternativement des deux mains. Voilà. Et alors, je peux répéter ça. Je peux répéter ça par périodicité, puisque cet objet-là, par exemple, qui est rattrapé au temps 4 par la main droite, il va être lancé par la main droite, et comme son temps de vol il est encore égal à 3, ça veut dire qu'il va être rattrapé par la main gauche au temps, alors là c'est trop haut évidemment, mais ça va être rattrapé par la main gauche au temps 4 plus 3 égale 7. Voilà. Donc vous pouvez répéter le motif en faisant du copier-coller. Ça vous donne ça. Voilà, et alors là, je me demande un truc, je me dis, mais ça me fait quand même penser un petit peu à quelque chose, cette figure-là. Cette figure qui représente, en quelque sorte, la figure de jonglerie. Je me dis, tiens, ça ressemble à une tresse. Voilà. Donc, bon, au final, si je résume mon propos, je peux quand même arriver à une façon simplifiée de noter une figure de jonglerie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la peine de mettre l'échelle des temps avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait bien que les temps sont séparés, sont des nombres entiers. Donc, je vais arrêter. Donc, je vais me contenter de mettre D3, G3, D3, G3. Ça suffit. Ensuite, comme j'ai deux mains, eh bien, ce n'est pas la peine d'écrire successivement D et G, puisque je danse alternativement d'une main et de l'autre. Donc, comme on sait qu'on fait de la jonglerie asynchrone, ce n'est pas la peine de mettre D et G. Donc, il suffit de coder la séquence 3-3-3. Donc, on enlève D et G et il nous reste ça. Alors, évidemment, cette séquence-là, si vous faites 3-3-3, un nombre infini de fois, ça vous donne cette figure qui se répète indéfiniment. Mais est-ce que c'est la peine? Ben non, parce qu'en fait, si vous avez le motif élémentaire, si vous faites des copier-coller, vous pouvez tout reconstituer. C'est le principe des frises. Lorsque vous dessinez une frise, eh bien, vous avez un motif et par le biais de copier-coller, vous avez la possibilité de reconstituer toute la frise. Donc là, quel est le motif élémentaire? C'est 3. Donc le chiffre 3, il suffit pour coder ça. Une fois que vous avez 3, vous faites des copier-coller et vous reconstituez l'intégralité de la suite ici. Voilà. Et c'est vrai que en général, lorsque vous avez une figure de jonglerie donnée, elle est périodique. Au bout d'un certain moment, vous répétez les mouvements, et ça se traduit naturellement par une périodicité de cette séquence. Alors, à titre d'exemple, si vous avez 4-2-3, 4-2-3, 4-2-3 qui se répètent indéfiniment, eh bien, vous voyez bien que le motif élémentaire qui figure, c'est 4-2-3. Donc, si vous avez ce motif élémentaire, si vous faites des copier-coller, vous reconstituez l'intégralité de cette séquence. Donc, en définitive, dans ce cas de figure, vous retenez uniquement
justement ce motif élémentaire. Donc, vous retenez dans le cas précis que je vous montre uniquement les 3 premiers chiffres. Et dans ce cas, vous dites que la période de cette séquence, c'est 3. Parce qu'il y a uniquement 3 chiffres qui suffisent pour ensuite reconstituer l'intégralité de votre séquence. Et au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez écrire une figure de jonglerie, si vous savez jongler, mais si vous ne savez pas écrire cette figure, ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois, vous écrivez le temps de vol de chaque objet, et donc au bout de combien de temps l'objet sera-t-il rattrapé lorsque vous lancez à un temps donné, et dans la mesure où la suite est naturellement périodique, vous gardez uniquement cette suite-là sur une période. Bon, ça veut dire que le side swap de la figure, c'est uniquement la séquence écrite sur une période. Donc voilà comment on code une figure de jonglerie. Dans ce cas, asynchrone. Voilà. Donc en particulier, ça veut dire que si vous voulez coder cette cascade, en vertu de ce que je vous ai expliqué, eh bien le side swap de cette cascade à 3 balles, c'est 3. Voilà. Alors, un petit truc marrant, c'est que vous pouvez faire une association entre une figure de jonglerie et une tresse. Vous dessinez, comme je l'ai fait dans le cas de la cascade à 3 balles, la tresse correspondante. Mais vous pouvez faire la chose suivante, vous dessinez une tresse qui est un petit peu bizarroïde, et puis vous vous demandez si cette tresse, elle correspond à une figure de jonglerie. La réponse est non, pas forcément. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Ça, c'est une bonne tresse, parce que ça, c'est la tresse associée à la cascade à 3 balles. On la reconnaît, celle-là. Bon, maintenant, voilà. Ça, c'est une mauvaise tresse. Alors, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise tresse? Bon, on réfléchit quelques instants et on se dit, ah, alors là, il y a un petit problème. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, vous voyez, à t égale 0, de la main droite, ça voudrait dire qu'on lance 2 objets à la fois. Celui-là avec un temps de vol égal à 3 et celui-là avec un temps de vol égal à 5. Et ça, ce n'est pas écrit dans le contrat, puisqu'ici, on fait de la jonglerie asynchrone. Donc ça, ce n'est pas bon. De la même façon, pourquoi est-ce que ça, c'est une mauvaise tresse? Eh bien, c'est une mauvaise tresse pour une raison complètement symétrique. C'est une mauvaise tresse parce que à l'instant 4, la main droite eh bien, est censée récupérer 2 objets à la fois. Voilà, donc ça, c'est pas bon. Alors, on peut aussi vouloir traduire quelques cas un petit peu particuliers. Donc ça donne un semblant de règle à cette façon d'écrire un side swap. Alors, tout d'abord, on peut écrire 0 si la main reste vide. Donc, c'est-à-dire si la main ne lance rien. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est utile qu'une main reste vide lorsqu'on fait de la jonglerie? Ben oui. Regardez. Si vous faites ça, vous vous rendez compte que ma main gauche n'a jamais un objet et elle ne lance et elle ne rattrape absolument rien. Elle reste vide en permanence. Donc ça se traduit par le cas particulier, vous mettez 0. Voilà. Alors, vous mettez 1 si la balle passe d'une main dans l'autre. Donc, par exemple, ça c'est normal, c'est-à-dire qu'à t égale 0, vous avez par exemple un objet dans la main droite, et comme il est rattrapé au temps 1 dans la main gauche, vous mettez 1. Vous pouvez aussi décréter que vous allez mettre 2 si la balle est gardée et non lancée. Alors là, c'est la même remarque que précédemment. Quel intérêt a-t-on de garder une balle dans la main? Eh bien, si vous pratiquez cette figure de jonglerie
sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle le yo-yo. Regardez bien ma main gauche. Eh bien, vous voyez que ma main gauche, en permanence, garde une balle et ne la lance jamais. Donc là, on va écrire 2. Alors, quelques exemples simples de figures de jonglerie. Alors, tout d'abord, la fontaine à 4 balles. Alors, la fontaine à 4 balles, c'est 4, c'est-à-dire 4, 4, 4, 4, 4. Hein, ça se répète indéfiniment. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas de figure, donc, vous avez 4 balles. Alors là, donc, si vous dépliez, ça donne 4, 4, 4, 4. Donc, ça veut dire qu'au temps 0, je lance le premier objet avec un temps de vol égal à 4. Comme 4 est pair, ça veut dire que cet objet il sera rattrapé avec la même main que celle qu'il a lancée, c'est-à-dire la main droite, au temps 0 plus 4. Voilà. Ensuite, au temps 1, je lance la balle, la première balle que j'ai dans la main gauche, et comme son temps de vol c'est encore égal à 4, puisque 4, ça veut dire 4, 4, 4, 4, eh bien, cet objet-là, que je lance avec la main gauche au temps t égale 1, comme son temps de vol est égal à 4, eh bien, il va être rattrapé par la même main, 4 est pair, au temps 1 plus 4, 1 plus le temps de vol, c'est-à-dire 5. Voilà, et ainsi de suite. Alors, ça veut dire quoi? Alors, en temps réel, donc, ça veut dire que là, cet objet, il part de la main droite au temps 0 et il revient sur la main droite au temps 4. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Et vous faites du copier-coller. Donc, la fontaine à 4 balles, c'est ça. Voilà. Alors, la cascade à 5 balles, eh bien, c'est tout simplement comme la cascade à 3 balles, mais il y en a 5. Donc, en fait, dans ce cas-là, 5, ça veut dire 5, 5, 5, 5, 5, ainsi de suite. Donc, à t égale 0, comme le temps de vol de la première balle, c'est 5, ça veut dire que vous lancez, et comme 5 est impair, ça veut dire que cet objet-là sera rattrapé au temps 0 plus 5 égale 5, avec l'autre main, c'est-à-dire avec la main gauche. Voilà, et ainsi de suite. Donc, par exemple, le premier objet que vous lancez de la main gauche au temps 1, comme son temps de vol il est égal à 5, eh bien, l'objet va être rattrapé au temps 1 plus 5 égale 6. Et donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, maintenant, vous avez le yo-yo. Alors, le yo-yo, c'est 4-2, c'est-à-dire 4-2, 4-2, 4-2. Alors, ça se traduit comment? T égale 0, temps de vol égal à 4. Donc, ça veut dire que celle-là, elle va être rattrapée de la main droite, vous commencez à comprendre, hein, de la même main, au temps 4. Ensuite, T égale 1, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je laisse. Ensuite, T égale 2, 4, puisque 4-2, c'est 4-2, 4-2, 4-2. Donc, au temps 2, vous lancez le deuxième objet que vous aviez dans la main droite et qui va arriver dans la main droite, parce que 4 est pair, au temps, eh bien, 2 plus 4, c'est-à-dire 6, et ainsi de suite. Donc, en fait, le yo-yo, c'est tout simplement ça. Alors, évidemment, on se doute que ce n'est pas très funky comme figure de jonglerie, donc à vous d'agrémenter, et à vous de déplacer la main gauche de façon à créer un effet un peu dynamique. Alors, la boîte asynchrone maintenant, 4-4-1, eh bien, 4-4-1, ça veut dire 4-4-1, 4-4-1, donc 4, 4 et 1. Et ensuite, 4, 4 et 1, ainsi de suite. Donc, vous voyez, hein, vous construisez, vous tissez un petit peu votre tresse, et 4, 4, 1, ça donne ça. Voilà. Le serpent à 2 balles, 3, 0, 3. 3, 0, 3. Et ensuite,
3, 0, 3. Donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Tiens, une petite remarque. Si vous connaissez ce langage, et si vous voulez apprendre à quelqu'un à jongler à 3 balles, et s'il vous dit, moi, je vais commencer à 2 balles, pas de problème. Vous pouvez lui suggérer de jongler avec le side swap 3-0-3. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais le 0 veut dire qu'à un certain moment, il y a une main qui reste vide. Eh bien, plutôt que de mettre 0, si vous mettez 3, ça va donner 3-3-3, c'est-à-dire 3. Donc, pour un jongleur confirmé qui donne des ordres, eh bien, on peut entendre, si tu veux jongler le side swap 3, eh bien, tu commences par jongler le side swap 3-0-3. En gros, si vous voulez apprendre à jongler avec 3 balles, la figure de jonglerie la plus simple, à savoir la cascade à 3, eh bien, vous commencez par le 3-0-3, parce que c'est plus simple pour la tête d'avoir 2 objets en l'air que 3. Donc, vous commencez par faire ça. Et ensuite, vous avez un objet qui va rester en permanence dans votre main gauche. Et puis, à un certain moment, eh bien, vous faites le saut, le grand saut. Vous passez à 3 balles. Et au lieu d'avoir 0, au lieu d'avoir une main vide, eh bien, vous remplacez par 3. Donc, 3, 3 et 3. Voilà. Donc, ça vous permet de voir comment vous pouvez passer du serpent à 3 balles avec, à la cascade à 3 balles. Et avec le side swap, vous le voyez tout de suite. Le flash à 3 balles, c'est 55500. Alors, ce n'est pas un numéro de téléphone américain. Hein, c'est juste 5, 5, 5. Vous voyez, hein, quand vous avez des temps de vol qui sont impairs, eh bien, ça se traduit par le fait que la balle va passer d'une main à l'autre. Donc, 5, 5, 5, 0, 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 2 temps consécutifs, eh bien, les 2 mains seront vides. Donc ça se traduit par quoi? Ça fait une figure comme celle-là. 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, et ainsi de suite. Hein, d'accord? 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais pour celui qui sait jongler à 3 balles, c'est une bonne façon, hein, de s'initier à la jonglerie à 5 balles. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous remplacez le premier 0 par 5, ça va donner 5, 5, 5, 5, 0. Donc là, vous aurez 4 objets. Et ensuite, lorsque vous êtes familier de ce genre de lancer, eh bien, le dernier 0, vous le remplacez par un 5 et vous obtiendrez la cascade à 5 balles, donc 5. Voilà. Donc, c'est une façon assez efficace de définir, hein, des paliers successifs qui vous permettent de passer d'une figure de jonglerie à une autre avec plus d'objets en l'air. Voilà. Alors, quels sont les side swaps les plus simples? Eh bien, c'est tout d'abord 0. Ça, vous savez tous le faire. Voilà. Là, je jongle le side swap 0. Ensuite, le side swap 1, c'est, ben, voilà, 1, 1, 1. Donc, à chaque fois, le temps de vol est égal à 1. Le side swap 2, vous savez tous le faire. C'est ça. Ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Et ensuite, vous avez 2 catégories de figures. Vous avez ce qu'on appelle, si P est un entier impair, vous avez la cascade à P balles. Par exemple, la cascade à 3 balles, c'est 3, 3, 3. OK? Voilà. La cascade à 5 balles, c'est 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ainsi de suite. Voilà. Et si Q est un entier pair, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la fontaine à Q balles. Donc, par exemple, la fontaine à 4 balles, ben voilà. Et vous remarquez que dans le cas d'une cascade, chaque main va voir toutes les balles. C'est-à-dire que la balle va passer alternativement d'une main à l'autre, alors qu'avec une fontaine, eh bien, comme le nombre d'objets il est pair, ça veut dire que chaque main va gérer la moitié du stock total d'objets. Voilà. Alors, une petite remarque, le side swap, il ne donne pas explicitement le nombre d'objets de la figure de jonglerie. Hein. C'est vrai que, par exemple, lorsque vous faites voilà,
La boîte asynchrone, c'est 4, 4, 1, je vous ai dit qu'il y a 3 objets. Mais il n'y a rien qui permet de dire facilement que cette figure, c'est une figure avec 3 objets. Donc, le side swap, il ne donne pas explicitement le nombre d'objets de la figure. En revanche, ben, vous pouvez calculer ce nombre d'objets en utilisant le théorème suivant. Alors ça, c'est un truc qu'on peut montrer assez simplement, qui dit que si vous avez une séquence side swap, qui définit une figure de jonglerie, le nombre de balles jonglées, c'est la moyenne arithmétique des nombres qui constituent la séquence. Pardon. Voilà, à titre d'exemple, ben, la cascade à 5 balles, quelle est la moyenne sur la période? C'est 5 sur 1, puisqu'il y a un chiffre, donc 5. 4, 2, eh bien, vous prenez 4 plus 2 divisé par la période, c'est-à-dire 2, ça donne 3 balles. Boîte asynchrone, 4 plus 1 divisé par 3, ça fait 3 balles. Donc, vous pouvez calculer exactement le nombre d'objets avec lequel vous jonglez à partir de sa séquence side swap. Voilà. Alors, le side swap, ça ne vous dit quand même pas tout, comme vous l'avez probablement déjà compris, parce que ça ne permet pas de savoir, par exemple, de quelle façon vous lancez les balles. Je vous donne un exemple. Si vous faites la cascade à 3 balles, vous avez ça. Mais vous pouvez faire ce qu'on appelle une cascade patte de chat, c'est-à-dire, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire votre cascade comme ça. Et on a l'impression que ça, ce n'est pas du tout la même chose que ça. D'accord? Voilà. Donc, ça ne vous dit pas de quelle façon vous lancez les balles et ça ne vous permet pas non plus de gérer les passages éventuels derrière le dos ou sous les jambes. Par exemple, si je fais ça, ou si je fais ça, là, c'est encore une cascade à 3 balles. Voilà. Alors, ça ne vous permet pas non plus de voir si la figure, elle est humainement réalisable. Si vous avez compris ce que j'ai dit, eh ben, vous conviendrez que jongler à 19 balles, ben vous prenez un side swap 19, c'est-à-dire à t égale 0, vous avez la première balle qui va avoir un temps de vol égal à 19, t égale 1, pareil, et ainsi de suite. Mais ça, pour comment dire, le commun des mortels, c'est évidemment pas possible. Hein. Je vous apprends peut-être que le record actuel du nombre de balles jonglées, c'est 14. D'accord? Donc, le record du monde, c'est quelqu'un qui a jonglé avec 14 objets et qui a fait 14 lancers simplement. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà monstrueux. En tout cas, voilà. Ça vous dit pas si, par exemple, il vous est possible de jongler avec 19 objets, et puis ça ne vous permet pas non plus de savoir si c'est réalisable de par la taille des objets. Hein. Il y a une dimensionnalité. Là, une balle comme ça, c'est tout petit. Mais si vous voulez jongler avec 3 balles d'1 mètre de diamètre, hein, ou avec des boules de bowling, eh bien, le side swap, c'est complètement… Enfin, je veux dire, voilà, vous ne pouvez pas de toute façon, donc ça n'intègre pas les dimensions. Voilà. Et alors, une question que je vais me poser, et ce sera visiblement la dernière, ben, à une figure de jonglerie, vous associez un side swap. Et maintenant, vous posez la question que j'avais abordée tout à l'heure avec les mauvais stress. Vous prenez une suite et vous vous dites, est-ce que cette suite, elle est jonglable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle correspond en fait à une figure de jonglerie qui est réalisable? Vous avez des moyens de répondre à la question, des moyens justement qui s'inspirent des tresses. Par exemple, vous pouvez voir, alors que 4-3-1, ce n'est pas jonglable, 4-3-2, ce n'est pas jonglable, mais 4-2-3, c'est jonglable. Alors pourquoi? Alors 4-3-1, ce n'est pas jonglable, pourquoi? Bien parce que si c'était jonglable, le nombre d'objets avec lequel vous jonglez dans cette figure-là, ce serait tout simplement la moyenne arithmétique du side swap sur une période, c'est-à-dire 4 plus 3 plus 1 divisé par 3, et ça ne tombe pas juste. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Maintenant, ben, par exemple, pour 4-3-2 et 4-2-3, ben, dans les deux cas, hein, l'addition elle est commutative, dans les deux cas, eh bien, le nombre d'objets, a priori, hein, si ça correspond à une figure de jonglerie, le nombre d'objets, c'est 3. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin pour le moment. Il faut essayer de voir ce qui se passe plus précisément et notamment voir si les tresses sont bonnes ou pas. Voilà. Alors, par exemple, pour 4-3-2, on va essayer de regarder, on va dessiner. Donc, 4-3-2, donc t égale 0, temps de vol égale à 4. T égale 1, temps de vol égale à 3. T égale 2, temps de vol égale à 2.
c'est-à-dire la balle reste telle qu'elle. Bon, ben là, il y a un gros problème, c'est qu'au temps 4, ça voudrait dire que la main droite rattrape 3 balles en même temps, et ça, ce n'est pas permis par justement le code de conduite asynchrone que l'on s'est fixé. Maintenant, pour 4, 2, 3, qu'est-ce qui se passe? Alors, 4, 2, 3, donc 4, t égale 0. Ensuite, 2 pour t égale 1. Et enfin, 3 pour t égale 2. Bon, ben là, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez compléter par périodicité, parce que le motif va se répéter. Vous faites du copier-coller. Donc, en fait, 4, 3, 2, dans ce cas-là, c'est jonglable. Alors, 4, 3, 2, ça correspond à quoi? Donc, 4, 2, 3, ça veut dire 4, 2, 3. Et ensuite, 4, 2, 3. Donc, voilà la figure de jonglerie associée au side swap 4, 2, 3. Bon, notez bien que, comme je vous l'ai dit, vous savez, ça ne vous dit pas non plus de quelle façon donc, les objets sont lancés. Donc, si vous faites ça, c'est aussi du 4, 2, 3. Hein. C'est pareil. Simplement, vous donnez un effet dynamique qui n'est pas du tout le même. Voilà. Voilà. Et en fait, je vais, comme le temps passe, je dirais sur la notion de transition. Et l'idée, c'est d'être capable de passer d'une figure de jonglerie à l'autre. Quand vous faites un show de jonglerie, vous n'allez pas jongler tout le temps la même figure. Alors, c'est vrai que si vous, par exemple, vous voulez faire un show, vous n'allez pas faire un truc comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous arrêter pour passer d'une figure à l'autre. Il faut faire ce qu'on appelle une transition pour que tout s'écoule de façon, j'allais dire, continue, que vous passiez continuellement d'une figure à l'autre. Alors ça, c'est la notion de transition. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Et ça permet de définir qu'une figure est fondamentale ou non. C'est-à-dire que si une figure est fondamentale, ça veut dire que vous pouvez passer très simplement et directement de la cascade ou la fontaine, en fonction du nombre d'objets, à celle-ci, sans faire de trucs particuliers. Si vous êtes obligé d'intercaler une séquence intermédiaire, alors on dit que la figure est excitée. Et par exemple, la figure 4, 2, 3, c'est une figure fondamentale. Pourquoi? Parce que si je sais faire ça, la cascade à 3 balles, et si je veux faire 4, 2, 3, est-ce que je peux passer simplement de la cascade à 4, 2, 3? Ben oui. Je fais ça, hop, et ensuite je reviens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien entre les deux, il n'y a aucune transition. En revanche, la figure 5-1, la douche, ce qu'on appelle la douche, alors 5-1, c'est ça. Eh bien, c'est une figure excitée au sens où vous êtes obligé d'intercaler quelque chose pour passer de la cascade à 3 balles à la douche. Vous ne pouvez pas passer directement de l'une à l'autre. Donc là, par exemple, si vous voulez passer de ça à ça, eh bien, il faut faire ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fallu que j'intercale un temps de vol égal à 4 entre les deux. Voilà. C'est-à-dire, en fait, vous ne pouvez pas passer de 3 à 5-1 tout de suite. Il faut faire 3, 4, 5, 1. Donc, il faut intercaler quelque chose. Et c'est bien le but justement de ces transitions. Alors, comme le temps me manque, je ne vais pas vous donner d'exemples visuels, mais je vais simplement finir mon exposé, car il faut bien s'arrêter à un moment, par la notion de tresse. Alors, c'est vrai que vous avez vu des tresses. Alors, vous pouvez définir mathématiquement un objet un peu abstrait qu'on appelle une tresse. Donc, si vous prenez, par exemple, ici 3 points, A1, A2, A3, eh bien, vous faites du copier-coller de ces 3 points et vous décidez de tresser, c'est-à-dire vous décidez de joindre à chaque fois un point à l'autre point qui se trouve, à un autre point d'une certaine façon, hein, qui se trouve sur l'autre disque.
Ça, c'est ce qu'on appelle une tresse à 3 brins. Donc, si vous avez n objets, vous pouvez définir une tresse à n brins. Et en fait, eh bien, justement, si vous voulez faire la transition d'une figure de jonglerie à une autre, eh bien là, vous avez un petit peu l'analogue. Hein, vous pouvez faire des opérations sur les tresses. Une opération, ce qu'on appelle d'empilement. Donc, de la façon suivante, vous prenez une tresse à 3 brins, vous prenez une autre tresse à 3 brins, et vous dites, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les empiler. Donc, celle-là, je vais la mettre ici. Celle-là, je vais la mettre là. Et en fait, si vous enlevez ce petit disque intermédiaire, ça va vous donner quoi? Ben, ça va vous donner une troisième tresse. Donc, à partir de ces deux objets qui sont des tresses, vous avez une façon de les assembler. Vous faites un empilement et vous passez à une troisième tresse, donc un troisième objet. Alors, où est-ce que je veux en venir ici? Eh bien, c'est marrant, parce que donc, passer d'une figure de jonglerie à une autre, c'est empiler deux tresses pour en obtenir une troisième. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Pourquoi? Eh bien, parce que ça ressemble à des manipulations sur des opérations élémentaires. Regardez, par exemple, vous prenez deux fractions, la fraction P sur Q, la fraction P' sur Q'. Eh bien, on sait comment additionner deux fractions, c'est-à-dire vous prenez un objet qui est une fraction, vous prenez un autre objet qui est une fraction, et vous décidez que vous munissez l'ensemble des fractions de la loi plus, hein, de l'addition. Et comment est-ce que vous faites une addition de fractions? Bah, c'est facile, vous allez me dire. C'est réduction au même dénominateur. Donc, ça veut bien dire que vous avez une façon d'obtenir une fraction comme somme de deux autres fractions. Donc, vous avez un objet qui appartient à l'ensemble des fractions, auquel vous additionnez un objet qui appartient aussi à l'ensemble des fractions, et vous obtenez donc une troisième fraction à partir de ces deux, via cette loi additive. Maintenant, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ensemble de fractions munies de cette opération qui est l'addition que vous connaissez tous, eh ben, on dit qu'il est assez sympathique et on dit qu'il a une structure de groupe. C'est un groupe additif. Voilà, et la moralité de cet exposé, c'est que, en fait, donc, la transition pour passer d'une figure de jonglerie à une autre, hein, ça correspond en fait à l'introduction d'une opération, hein, qui correspond à une opération d'empilement sur l'ensemble des tresses, hein, et vous travaillez avec cette opération de la même façon que vous travaillez auparavant avec l'addition, par exemple, pour des ensembles de fractions. Hein. Et lorsque vous avez un ensemble qui est muni d'une relation comme celle-là, ça lui confère des propriétés extrêmement intéressantes. Hein. Et vous avez de multiples applications, alors des applications en cryptographie. Ah oui, on se dit que si on permute des lettres, ça correspond à faire des tresses, des applications pardon, en physique. Oui, par exemple, si vous voulez par exemple vous intéresser à ce qu'on appelle des trous magnétiques, vous allez utiliser des groupes de tresses. Pareil en chimie, si vous voulez étudier des enroulements par exemple de macromolécules, eh ben, vous allez utiliser ces objets-là. Et puis en biologie, la biologie du vivant, vous savez tous que vous avez dans vos chromosomes quelque chose qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est en fait un double brin d'ADN. Vous avez une forme de tresse. Et on devine que si on est capable de faire des manipulations, justement, si on sait définir des opérations sur ces groupes de tresses, ben on va pouvoir comprendre la façon dont par exemple, certaines protéines sont synthétisées. Donc, ça montre bien, là, vous voyez, finalement, ben, je suis passé de la jonglerie, hein, qui pourrait passer pour un art de rue, hein, ça l'est d'ailleurs, hein, à des concepts de lois multiplicatives sur des groupes, ou de lois additives, et avec des applications dans plein de domaines. Donc, ça veut dire que ben, finalement, ben, j'ai jonglé avec plusieurs domaines a priori complètement opposés. Voilà, sur ces mots, je vais m'arrêter. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cet exposé spectaculaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, donc il y a des questions. Dans les tresses de jonglerie, il n'y a pas de passage devant-derrière. Je sais pas.
Parce que... Tu m'entends, Laurent? Oui, j'entends. Alors, il n'y a pas de passage devant-derrière. Alors, effectivement, une vraie tresse, ça c'est vrai, hein, encore faudrait-il définir correctement une tresse, mais lorsqu'on dessine une tresse en 2D, vous avez deux brins et effectivement, il y a une différence entre ça et ça. Donc, c'est vrai que dans les tresses, j'allais dire mathématiques, il faudrait faire cette distinction-là. Chose que je ne fais pas lorsque je considère une tresse de jonglerie, c'est-à-dire lorsque j'ai dessiné sur mon échelle des temps les temps de vol avec des petits segments, je ne sais pas quel segment passe au-dessus d'un autre, et réciproquement. Voilà. Merci. Une autre question de Sophie qui demande si... Est-ce que du coup, on aurait un élément neutre et un inverse pour les tresses, vu qu'on a une loi de groupe? Tout à fait. Tout à fait. On peut manipuler, je veux dire, alors ça c'est un objet mathématique comme un autre, hein, mais vous avez des groupes de tresses munis justement de cette loi d'empilement et vous avez tout un tas de choses. Vous avez, donc pour ceux qui sont intéressés, il y a toute la littérature afférente à ce sujet. Et puis bon, bah, là on va peut-être pas parler de technique à cette heure-ci, mais oui, on peut évidemment donner tout un tas de propriétés sur ces questions-là. Ok. Moi, alors, il y a Ariane qui te met au défi de faire le 7-5-3-1. Mais on ne sait pas si tu as la hauteur de plafond pour le faire. Non, alors 7-5-3-1. Alors, 7 plus 5 égale 12, plus 3 égale 15, 16. Ça fait une jonglerie à 4 objets. Et avec 7-7-3-1, hein, on se doute hein, que plus le temps de vol augmente, plus il faut une hauteur. Vous avez quand même vu hein, qu'il y a quand même une hauteur qui est d'autant plus grande que le nombre d'objets augmente. Et puis, évidemment, ça dépend de la complexité de la figure de jonglerie. Donc, on pourra faire ça une autre fois dans un jardin, ouais. Dans de bonnes conditions. C'est vrai que là, avec un plafond relativement bas, hélas, je crains de ne pas pouvoir faire ça. Merci. Ah oui, il y a une dernière question de Pierre Rodin qui demande si la tresse de jonglerie, c'est une permutation seulement. Ça revient à faire une permutation juste. Non, ça revient. C'est pas aussi simple que faire une permutation. Non. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Alors. Ça, par exemple, ce n'est pas une permutation. Ok. Voilà. Bon, bah, allez, je crois qu'on est tous un peu chauds, mais hein, merci beaucoup encore. Bon, on t'applaudirait bien, je t'applaudis de mon côté. Et merci.